putain de moustique. Wow! Sale bête. Salut! Aujourd'hui on parle de Nope, réalisé par Jordan Peele. Bah non. Bah si, on parle de Nope. Bah ouais, mais vu que t'as pas été foutu de trouver une autre version que la québécoise, on va parler de bah non. Sache qu'il est impossible de trouver un torrent de la VF. De France, pas du Québec. En tout cas, le film s'ouvre sur Gordy, un chimpanzé star d'une émission télé qui semble être à l'origine d'un carnage sur le plateau de cette dernière. Mais je veux dire, regardez ce vase! Il s'est pas cassé tout seul! Sans transition, on retrouve O.J., interprété par Daniel Kaluuya, en train de s'occuper de ses chevaux dans sa ferme californienne. Tandis qu'il fait tourner ses chevaux à l'aide de sa machine à faire tourner les chevaux, on découvre son père qui dresse un cheval quand soudain il se met à pleuvoir des pièces et... Aïe! O.J. s'empresse de le conduire à l'hôpital, mais son père est dans un état critique. Ça crève les yeux. Il succombe de ses blessures, ce qui pousse O.J. à lui succéder, notamment dans son métier de dresseur animalier pour le cinéma. Bon, grosso modo, c'est celui qui s'occupe de dresser les chevaux, de les amener sur les plateaux et de gérer les consignes de sécurité, garantissant le bien-être des animaux. Et sauf que notre O.J., ouais, il a pas l'air d'être vraiment fait pour ça. Heureusement, sa sœur, Emerald, interprétée par Keke Palmer, arrive juste à temps pour assurer la présentation des consignes de sécurité ainsi que de l'entreprise familiale. Entreprise qui ne date pas d'hier, puisque l'arrière-arrière-arrière-grand-père... 3 fois arrière. Le trisaïeul. Puisque le trisaïeul d'O.J. et Emerald est une figure clé de l'histoire du cinéma. Est-ce que vous saviez que le tout premier film créé à partir d'un assemblage de photos était un plan de 2 secondes montrant un homme noir sur un cheval? Et pour ceux qui ne voient pas de quoi elle parle, voyez cet extrait qui, je pense, parlera à tout le monde. Voyez cet extrait. Pour faire simple, afin d'analyser le mouvement d'animaux trop rapides pour l'être à l'œil nu, Edward Muybridge a eu l'idée en 1878 d'aligner 24 appareils photo et de les déclencher au fur et à mesure de la course d'un cheval, lui permettant de capturer les différentes positions d'un galop et qui, mis bout à bout, donne l'impression d'une image animée. Sa méthode inspira l'invention du kinétographe, un des premiers appareils permettant de filmer le mouvement sur une pellicule, et qui évoluera avec le temps pour devenir les caméras qu'on connaît aujourd'hui. De retour sur le plateau, personne n'écoute les consignes, ce qui provoque un accident. Accident qui sonne la fin du tournage pour O.J. et sa sœur, ce qui les met dans une position délicate, étant donné que depuis la mort de leur père, les affaires ne se portent pas très bien. Sur le chemin pour rentrer au ranch, ils font une halte dans un parc d'attractions afin d'y vendre 10 de leurs chevaux à Ricky, le propriétaire du parc. Propriétaire qui s'avère être un ancien enfant star de la télé, notamment dans l'émission Gordy's Home, dans laquelle Gordy, le chimpanzé introduit au début du film, a craqué et attaqué les acteurs présents sur le plateau. Et pendant son room tour, Ricky leur en apprend une bien belle. Ça, c'est le premier check de l'histoire. Et ça, c'est Pavel, un ami de Prague. C'est le premier check de l'histoire. Ah! De retour chez eux, O.J. apprend à Emerald qu'il envisage de vendre le ranch à Ricky, suite à quoi il se remémore des souvenirs de leur père. Avec ce ranch, il a fait un sacré boulot. Soudain, un cheval qui était resté dans l'enclos s'enfuit. O.J. tente de le suivre, mais le cheval disparaît tandis que quelque chose survole la vallée en perturbant tous les objets électriques. Intrigué par cet événement, il décide de faire installer des caméras capables de résister aux perturbations électriques, ce qui leur permettrait de filmer l'OVNI et de se faire un max d'argent. Par hasard, il tombe sur un installateur complotiste comme pas deux qui n'hésite pas à leur faire part de ses théories. Des images floues, de la preuve concrète qu'il y a une civilisation extraterrestre dans l'univers. Et la Terre, elle est pas ronde, hein. Elle est hexagonale. T'es déjà allé en Australie? Tu tombes au bord. Tandis qu'ils tentent de mettre en place des leurres pour filmer l'OVNI, ils se font interrompre par le principal PC avec un chapeau de cow-boy. Ah non, c'est Ricky, qui vient les inviter pour le nouveau spectacle de son parc dans un dialogue lunaire. Ok. Merci d'être passé. T'habites pas ici. Ils arrivent tant bien que mal à mettre Angèle, l'installateur des caméras, à la porte, mais à la nuit tombée, de nouveaux phénomènes paranormaux surviennent. O.J. va voir ce qui se passe et tombe nez à nez avec un groupe d'aliens qui semblent vouloir l'effrayer. Mais O.J. se laissera pas avoir par ces salopards de petits hommes verts, donc il décoche la peine du siècle à l'un d'entre eux. Bah, sauf qu'en fait, c'était pas des petits hommes verts, c'était les enfants de Ricky, et ils ont libéré un des chevaux d'O.J. pour l'intimider. Alors qu'il part à sa recherche, Angel appelle Emerald pour lui dire qu'une des caméras est HS. Comment il sait ça? Ouais, j'appelle pour vous prévenir qu'il y a une femme à poil dans votre salle de bain. Bah ouais, c'est ma femme, espèce de malade. Ah ouais? Pouah! Eh ben, elle est sublime, hein. La vache! Moi j'en ai jamais eu des comme ça. Mais ta gueule! Ils se rendent vite compte qu'il s'agit à nouveau de l'OVNI qui survole la vallée. Emerald tente de le filmer tandis qu'O.J. est réfugié dans la grange et que le cheval préalablement libéré par les enfants de Ricky tente de s'enfuir. Bon là mon pote, c'est pas compliqué. J'ai un pote qui m'a donné un tuyau, je mets tout sur le 8 et je suis riche. Putain mon salaire. Puisqu'ils parviennent pas à filmer l'OVNI eux-mêmes, ils font appel à Antler Holst, un célèbre metteur en scène spécialisé dans les tournages réputés impossibles. Ce dernier refuse de manière absolument cryptique. Le rêve que tu poursuis, celui où tu finis au sommet de la montagne. C'est un rêve dont on se réveille pas. Tandis que notre Angel National débarque à l'improviste, persuadé que l'OVNI est dans le nuage qui est immobile depuis près de 6 mois. Je me rends compte que je regarde le même nuage tous les jours depuis 6 mois. On retrouve ensuite Ricky et sa femme en train de présenter leur nouveau spectacle, cherchant un metteur en scène extraterrestre qu'ils observent eux aussi depuis maintenant 6 mois.
Pour ce faire, il souhaite utiliser le cheval vendu plus tôt dans le film par O.J. comme appât. Sauf que lorsque la soucoupe volante finit par se manifester, elle gobe littéralement tout le monde. Et ils se retrouvent tous dans un long tube digestif. Comme dans Pinocchio avec la baleine. O.J. se rend sur place pour voir ce qui s'y trame, mais alors qu'il est en train de vouloir récupérer son cheval, il se fait assommer par la soucoupe. À son réveil, il fait nuit. Emerald et Angel, qui étaient restés au ranch, subissent une nouvelle attaque. Et tandis qu'ils se réfugient à l'intérieur, l'alien commence à recracher les effets personnels de ses victimes du parc de Ricky, avant de recracher leur sang. Ah. C'est pas comme dans Pinocchio. Pendant ce temps, O.J. s'empresse d'aller retrouver sa sœur, sauf que sa voiture cesse de fonctionner. Bonjour, je suis Frédéric Chambranle de chez Carvitre. Un impact de la taille d'une pièce de 2 €? Pas de problème, chez Carvitre on s'engage... Et oui, mais là non. Ah, par contre là c'est une pièce de 2 €. Ah, ma fiche de poste est pas très claire. Le camp de retour et le jour se levant, le trio décide de fuir le ranch pour se réfugier dans l'appartement d'Angel. Au fil de la discussion, O.J. explique aux deux autres que l'alien est un animal et qu'il attaque uniquement quand on le regarde, à la manière du cheval du début du film. Je crois qu'il ne mange pas si on ne le regarde pas dans les yeux. Ils retournent donc tous au ranch afin d'en finir avec cette histoire et d'enfin obtenir les images de l'alien. Et à leur arrivée, ils trouvent Antler Holst, les metteurs en scène qui avaient refusé de les aider plus tôt dans le film. Il y a un fauteuil roulant sur votre toit. C'est hyper dangereux. Si quelqu'un était assis dessus, il pourrait tomber. Et vous, là-bas? Il y a une pizza sur votre toit. Ils mettent donc tous ensemble au point un plan. L'idée est de se poster sur la colline avec une caméra fonctionnant sans électricité, tandis qu'O.J. sert d'appât et que les bonhommes en tube servent pour repérer l'alien. Oh, je sais trop bien imiter ça. Alors qu'un des bonhommes en tube tombe en panne, indiquant que l'alien est au-dessus d'eux, un journaliste de TMZ débarque pour leur voler le scoop. Sauf qu'à pas vouloir écouter Emerald, il se retrouve dans la perturbation électrique de l'alien, ce qui stoppe sa moto. O.J. tente de le sauver, mais il est pas assez rapide. Puis il parvient à attirer l'attention de l'alien, ce qui permet à Antlers de le filmer. Sauf que ce dernier, comme tout bon metteur en scène, décide de risquer sa vie une nouvelle fois à cause de la lumière qui est trop jolie. Caprice qui cause non seulement sa mort, mais qui met en danger une nouvelle fois tout le groupe. Ils se font tous attaquer un par un, et alors que l'alien change de forme, O.J. attire son attention une dernière fois pour permettre à Emerald de s'enfuir. Cette dernière parvient à se rendre au parc de Ricky, libérant un gros ballon à son effigie que l'alien va manger, tandis qu'Emerald réussit enfin à le prendre en photo. Le ballon explose dans le ventre de l'alien, ce qui le tue. La photo est prise, O.J. est vivant et c'est la fin de Nope de Jordan Peele. Nope est sorti en 2022 et c'est le 3e long métrage de Jordan Peele. Ce dernier a commencé sa carrière de réalisateur en 2017 avec Get Out. Film racontant l'histoire de Chris Washington, interprété par Daniel Kaluuya, photographe afro-américain qui va être confronté au racisme systémique de la famille de sa copine, qui ira jusqu'à tenter d'utiliser son corps pour prolonger la vie d'un vieux blanc mourant. Le film connaîtra un grand succès rapportant plus de 250 millions € au box-office pour un budget de 4,5. Il sera nominé pour 3 Oscars et remportera celui du meilleur scénario original. Mais avant de se lancer dans la réalisation de long métrage, Jordan Peele était connu pour Key and Peele. Bordel, c'était super. Il y avait Key et il y avait Peele et ils faisaient des sketchs sur Comédie Centrale. Ça tournait en dérision la culture américaine et ils avaient dénoncé déjà le racisme. Et bordel, c'était trop marrant. Il y avait le sketch sur LMFAO, il y avait la country, il y avait les noms de footballeurs américains et il y avait... Bref, Key and Peele s'arrête en 2015 parce qu'il y en a un qui voulait continuer d'être drôle et pas l'autre. Ah, ça doit être ça. Jordan Peele réalise donc Get Out en 2017, Us en 2019 et Nope en 2022. Et dès leur sortie, ces films se verront affublés de l'étiquette d'Elevated Horror. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça, l'Elevated Horror? Qu'est-ce que tu fous dans ma télé? C'est vrai ça, qu'est-ce que tu fous dans la télé? Oh, y'a Nagui! Et définir l'Elevated Horror, c'est compliqué, rien que le terme Elevated Horror ne fait pas l'unanimité. Plusieurs critiques cinéma anglophones parlent de post-horror, mais avant de parler d'Elevated Horror, il faut parler d'A24. Vous avez très certainement toutes et tous déjà vu apparaître ce logo au début d'un film, tellement ils inondent le cinéma depuis quelques années. Moonlight, Mid-90s, Uncut Gems, The Whale, Priscilla, After Sun, Past Lives, La Zone d'intérêt et tellement d'autres. En gros, A24, c'est une société de distribution et de production indépendante états-unienne à laquelle on reconnaît une direction artistique plutôt tournée vers le cinéma d'auteur indépendant, à l'image d'un Searchlight Pictures. Sinon, la A24 était un projet d'autoroute qui devait relier le nord de la France à la Belgique. Mais le projet a été abandonné car il a fait l'objet de controverses pour son impact écologique et l'alternative du ferroutage. Mais je m'en fous, moi! Et en ce qui concerne les films d'horreur, A24 a notamment distribué les premiers films d'Ari Aster et Robert Eggers, respectivement Hérédité et The Witch, puis produit et distribué le deuxième film de Eggers, The Lighthouse, ainsi que tous les films de Ari Aster depuis Midsommar. Et ça tombe quand même assez bien parce que ces 4 films avec ce Jordan Peele sont considérés comme le noyau dur de l'Elevated Horror. Et maintenant qu'on a ces 7 films, on peut essayer de définir l'Elevated Horror. Bon déjà, si on traduit littéralement le terme, on obtient horreur élevée.
On peut donc s'attendre à des films d'horreur plus intelligents, plus travaillés, et c'est effectivement ça qui ressort des films catalogués comme faisant partie de l'Elevated Horror. On a des films qui sont relativement beaux, en tout cas avec une esthétique léchée et arty, et l'utilisation de procédés qui se veulent assez peu conventionnels dans le cinéma d'horreur. C'est clairement le cas chez Eggers, et c'est même parfois l'unique point fort de ses films, mais c'est également le cas chez Jordan Peele qui s'autorise parfois quelques libertés de mise en scène, comme ici dans Us où il joue avec la profondeur de champ, ou dans Get Out avec la Sunken Place. Mais surtout chez Ari Aster, chez qui on retrouve de nombreux exemples, notamment des plans renversés ou des surimpressions. Le tout étant très joliment éclairé, que ce soit le noir et blanc de The Lighthouse ou la campagne suédoise très lumineuse, presque aveuglante de Midsommar. Au-delà de ce sens de l'esthétique, ces films se concentrent sur des thématiques plus sérieuses, psychologiques ou sociales, le tout abordé de manière assez personnelle. Ari Aster, dans Hérédité et Midsommar, évoque le deuil. Annie doit faire le deuil de sa mère et de sa fille dans Hérédité, tandis que Danny est confronté à la mort de ses parents et de sa sœur dans Midsommar. Dans ces deux films, la famille et le couple des personnages endeuillés ne leur permettent pas de gérer leur peine dans la mesure où, dans le premier, le fils d'Annie est responsable de la mort de sa fille, tandis que dans le deuxième, le copain de Danny ne lui apporte que très peu de soutien et souhaite la quitter. Oui, bah oui, ils sont morts. Et c'était une raison peut-être pour oublier mon anniversaire. C'est de ma faute s'ils sont morts, tiens, maintenant. La vie continue, hein. Et pas me pomper l'air, là. Pomper l'air. Tes parents? Bon, ça va, on rigole. Eggers, quant à lui, s'attaque au puritanisme et à la figure masculine et orgueilleuse du père de famille, tout en se réappropriant la figure de la sorcière dans son meilleur film The Witch, le tout dans une reconstitution assez convaincante de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle. Enfin, Jordan Peele présente dans ses films un propos nettement plus politique, évoquant les sujets qui lui tiennent à cœur, à commencer par Get Out, dans lequel il dénonce le racisme systémique de la bourgeoisie blanche, ainsi que l'obsession malsaine de certaines personnes pour le corps des personnes noires, sujet malheureusement toujours d'actualité en 2025. Dans Us, Peele dénonce les profonds dysfonctionnements du système états-unien, mettant en scène les laissés-pour-compte de la société comme des doubles muets, dépourvus d'âme et contraints de bouger conformément à leur version vivant à la surface. Ces mêmes doubles ayant été créés par les élites de la société et qui vivent terrés dans des milliers de kilomètres de tunnels. Cette lutte des classes se solde par une révolte de l'autre Amérique au sens de Michael Harrington, celle qui est invisible. Pour finir, les films d'Elevated Horror tentent à se distinguer des films d'horreur dits classiques par la limitation des procédés horrifiques traditionnels. L'horreur se veut moins axée sur la violence physique exacerbée comme on peut la retrouver dans les slashers, et l'effroi repose plus sur l'ambiance instaurée que sur les jumpscares, poussant certains à qualifier ces films de films à ambiance, au rythme assez lent par moment. La violence et les jumpscares sont pas pour autant absents, mais sont utilisés avec parcimonie. Bouh! J'aimerais quand même bien sortir de la télé, moi. Maintenant qu'on a plus ou moins les critères de l'Elevated Horror, on peut se demander si Nope peut être catégorisé comme tel. Alors première question, est-ce que Nope est un film d'horreur? Et deuxième question, est-ce que je vais prendre le temps de définir la notion de film d'horreur? Effectivement, tout le monde semble s'accorder sur le fait que Nope est un film d'horreur, et je suis assez d'accord avec tout le monde. Nope est un film de monstre, les humains doivent survivre à la manière de The Thing ou Les Dents de la Mer. Donc pour commencer, l'esthétique. Alors sans être la révélation de l'année 2022, on peut dire que la photographie est assez belle. Et c'est pas un hasard dans la mesure où Hoyt van Wijk, Heute van Hoytema. le directeur de la photo, a travaillé sur plusieurs films de Nolan, sur Her de Spike Jonze, mais surtout sur Ad Astra de James Gray. Et en ce qui concerne le fond, Peele s'intéresse cette fois à l'industrie du spectacle, notamment au travers de l'exploitation animale, mais aussi des personnes. Ricky, qui dans sa jeunesse a vu ses collègues se faire massacrer par Gordy, singe que la télévision américaine exploitait dans le cadre d'un spectacle, en l'occurrence une série télé, va à son tour tenter d'exploiter l'alien, qui est ni plus ni moins qu'une bête sauvage, ce qui va causer sa perte. Ce dernier monétise même le drame de Gordy's Home en faisant une exposition au sein de son parc et en invitant son ex-costard défiguré par Gordy lors de l'incident. Les Haywood eux-mêmes, exploités puis recrachés par l'industrie, tenteront à tout prix d'obtenir des images de l'alien afin d'en tirer profit. Jordan Peele se sert donc d'un grand spectacle pour critiquer l'industrie hollywoodienne dont il fait lui-même partie, le tout dans une ambiance assez éloignée des codes du cinéma d'horreur classique mêlant blockbuster d'action et horreur assez peu gore. Ainsi, à l'instar de ces deux premiers films, on peut considérer que Nope répond aux critères de l'Elevated Horror. Le terme Elevated Horror est donc né au milieu des années 2010 avec les trois réalisateurs qu'on vient d'évoquer. Cependant, plusieurs films sortis quelques années plus tôt sont souvent considérés comme faisant partie du mouvement. On peut donc évoquer It Follows de David Robert Mitchell, dans lequel son réalisateur livre un message assez libre d'interprétation. Certains y voient une dénonciation de la sexualité chez les jeunes, interprétation absolument débile si vous voulez mon avis, tandis que d'autres y voient une métaphore assez évidente du sida, voire même un cercle du Et pour approfondir cette idée, je vous invite à consulter l'analyse de Vincent Delmas sur Orbicon. Toujours en 2014 sortait The Babadook de Jennifer Kent, qui, par son propos sur le deuil et sur la haine inavouable d'une mère pour son enfant, peut tout à fait correspondre à cette étiquette. On retrouve d'ailleurs ces deux films dans de nombreuses listes répertoriant les films d'Elevated Horror. Et quand on se penche sur ces listes, on remarque un problème. Comment ça, Scream et Shining? T'avais pas dit que l'Elevated Horror c'était récent? Et comment ça, je suis hyper beau gosse? Et qui c'est qui écrit ces merdes sur le script? Alors oui, effectivement, l'étiquette a été créée dans la deuxième partie des années 2010. Et vous voulez dire que les réalisateurs de films d'horreur réfléchissaient avant Robert Eggers? Et c'est effectivement un reproche qui est souvent fait à cette étiquette d'Elevated Horror.
Elle peut être appliquée rétroactivement à des dizaines et des dizaines de films, au-delà du fait qu'il n'en existe aucune réelle définition et que chacun y mette un peu ce qu'il veut. A titre d'exemple, Jordan Peele a produit en 2021 le remake/suite de Candyman, film de Bernard Rose sorti en 1992 et racontant l'histoire de Daniel, le fils d'un ancien esclave peintre renommé ayant été engagé par un riche blanc pour peindre sa fille. Sauf que Daniel et la fille tombent amoureux, provoquant la colère du père qui ordonne le meurtre de Daniel. Il se fait alors mutiler puis tuer dans le quartier de Cabrini Green à Chicago. Des années plus tard, Daniel revient terroriser ce même quartier sous le nom de Candyman. Alors attention, le film de 2021 est raté selon moi, son propos sur la gentrification des quartiers est loin d'être suffisamment développé pour qu'il soit intéressant. Mais celui de 1992, au-delà de sa mise en scène très efficace, dénonce les profondes inégalités dont sont victimes les personnages, en particulier les personnes noires. Daniel est victime d'un crime racial écœurant malgré son rang social. La population noire est entassée dans un ghetto en ruine faisant écho au quartier blanc et bourgeois. Ghetto en proie au croque-mitaine qui est Candyman, mais aussi à la totale inaction de la police, jusqu'à ce qu'Hélène, personnage principal blanc, intervienne et se fasse attaquer. Autre chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, Massacre à la tronçonneuse. Et vous serez surpris d'apprendre qu'en 1974, Toby Hooper a réalisé l'un des meilleurs films d'Elevated d'horreur, le tout en participant à la conception du genre du slasher movie. Cette fois, pas de quartier pauvre de Chicago, mais le Texas profond, écrasé par la chaleur et qui pue à plein nez le redneck et l'électeur de Trump. Et ce Texas est traversé par un groupe de 5 amis qui cherchent à vérifier la tombe des grands-parents de 2 d'entre eux, la région étant en proie à de nombreuses profanations. À court d'essence et les cuves de la seule station à proximité étant vides, ils décident de faire une halte dans la maison des grands-parents. Le groupe se sépare, 3 d'entre eux explorent la maison en ruine, tandis que les 2 autres, en cherchant un endroit pour se baigner, tombent sur une vieille ferme. Et vu qu'ils sont moins cons que ce que veulent nous faire croire les détracteurs du film, ils tentent d'aller acheter de l'essence aux habitants de cette ferme. Ah si, ils sont très cons. Chercher de l'essence alors qu'on nous cache l'existence du moteur à hydromel. À hydrogène? Non, à hydromel. Hydromel, éthanol, éthanol, carburant, énergie, CQFD. J'ai pissé dans mon moteur après une cuite. Flinguer le kangou. Pas de chance pour eux, ils tombent sur une famille de dégénérés cannibales qui va leur faire vivre un enfer chacun leur tour. En particulier Leatherface, l'un des fils que absolument tout le monde identifie par sa tronçonneuse et son masque en peau humaine. Sauf que c'est un peu plus profond que ça. On apprend dès le début du film que la région connaît une forte récession en raison de la fermeture des abattoirs locaux, incapables de faire face à l'industrialisation, et ayant mis au chômage une bonne partie de la région. Et c'est le cas de la famille de Leatherface qui, laissée pour compte par le gouvernement, se voit dériver vers le cannibalisme, ni plus ni moins pour survivre. Face à eux, 5 jeunes se déplaçant en van, symbole de la culture hippie. Le film a été tourné en 1973 et à cette époque, le pays est encore enlisé dans la guerre du Vietnam et envoie ses jeunes par milliers se faire déchiqueter dans la jungle. Et c'est ça, ces 5 jeunes qui vont être confrontés à Leatherface et sa famille. Ce groupe, c'est la jeunesse états-unienne, insouciante et pacifiste qui sert de chair à canon dans un conflit qu'ils ne comprennent même pas. Et si on veut aller plus loin, on peut y voir un commentaire sur les violences sexistes et même sur l'identité de genre. En effet, au cours du film, Leatherface porte 3 masques différents. Masques qui induisent sur sa personnalité, en particulier lorsqu'il enfile des masques faits en peau de femme. Lorsqu'il porte celui de la Old Lady, il endosse le rôle d'une femme au foyer qui subit la pression et les violences des hommes de la famille. Sa personnalité est par ailleurs plus réservée, plus maladroite, tandis que lorsqu'il enfile celui de la Pretty Woman, on le sent nettement plus en confiance, sûr de lui. Et même dans sa mise en scène très économe sur la violence et le gore, le film peut être considéré comme un film d'Elevated horror. L'horreur repose plus sur la folie ambiante et sur la détresse des personnages plutôt que sur le sang et la violence graphique, contrairement à ce que laisse penser le titre. Et des films qui entrent dans la catégorie Elevated horror, on peut en citer des dizaines. La Nuit des Morts Vivants, Alien, Suspiria, Shining. Et même plus récemment, un film que j'ai vu dans aucune liste d'Elevated horror, c'est The Substance, avec sa dénonciation du diktat masculin et capitaliste des normes de beauté, le tout gorgé de références au cinéma d'horreur. Et pourtant, malgré son message et malgré sa mise en scène, il n'apparaît dans aucune liste d'Elevated horror. Et c'est là qu'on arrive à mon second problème avec cette étiquette. L'Elevated horror est un terme méprisant et prétentieux visant à créer une hiérarchie dans l'horreur, plaçant ces films sur un piédestal dominant l'horreur inférieure. Et je pense que The Substance a échappé à l'étiquette grâce à son côté body horror très assumé que beaucoup de personnes associent à l'horreur traditionnelle, gore et sanguinaire. Alors que l'Elevated horror se veut plus intelligente, plus artistique, plus rassurante pour un public pas ou peu familier au cinéma d'horreur. Et c'est pour ça que des armées de services marketing ont créé cette étiquette. D'abord pour permettre un plus grand nombre d'entrées, car le film sera vu par un spectre de spectateurs plus large que les spectateurs du cinéma d'horreur, mais aussi pour permettre à leur film d'accéder à des récompenses considérées comme prestigieuses et qui ne sont que très rarement décernées à des films d'horreur. Ajouter à ça le caractère complètement flou de l'étiquette, ça explique pourquoi j'ai du mal avec l'appellation Elevated horror. Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression qu'elle tend à disparaître. Alors, essoufflement ou prise de conscience de la part du public de la supercherie que l'étiquette représente, dans tous les cas, le cinéma d'horreur ne s'en portera pas plus mal.